Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre intitulée Les pauvres gens. Il s'agit d'un roman de Fiodor Dostoïevski paru en 1846. Makar se dit heureux, car la veille, il a remarqué que le rideau de sa voisine était en partie relevé, comme il le lui avait préconisé. Ceci lui a permis de voir le visage de sa voisine, même s'il voit trouble à cause de sa vieillesse. Il écrit avoir bien dormi et que c'est une belle matinée de printemps. Il demande à Varvara où elle est allée ce matin. Il l'a vue partir de sa chambre et traverser la cour d'un air gai. Puisque Varvara vit avec Fedora, il lui demande si elles s'entendent. Makar et Varvara se transmettent les lettres par le biais de Thérèse. Alors qu'auparavant, Makar vivait dans le calme, son nouveau logement le fait vivre dans le bruit et les cris. Il parle de son immeuble. Il s'agit d'une série de logements d'une pièce dans lesquels vivent jusqu'à 2 et 3 personnes. Selon Makar, les locataires sont de braves gens, des hommes cultivés, instruits. Dans l'immeuble se trouve une logeuse qui traiterait mal Thérèse. Le logement de Makar est constitué d'une chambre située à côté de la cuisine. La demeure est commode pour cet homme et lui fait réaliser une économie. Il paie son logement 24 roubles et 50 kopecks, ce qui lui permet d'avoir de l'argent pour boire tous les jours du thé. Quand il a tout payé, son traitement est entièrement dépensé. Pourtant il écrit que ses honoraires sont suffisants. Il a acheté un pot de balsamine et un pot de géranium et propose d'y ajouter des résédas si elle le souhaite. À force de mettre de l'argent de côté, il déclare avoir un petit magot. Il lui envoie avec sa lettre une livre de bonbons. Varvara reproche à Makar ses cadeaux, puisqu'elle sait que pour les lui acheter, Makar doit faire de grands sacrifices. À la lecture de la lettre de Makar, elle pense que Makar n'est pas dans son assiette, car il a trop parlé d'éléments positifs. Elle écrit que si le rideau a été soulevé, c'est sans doute car il s'est accroché tout seul. Bien que Makar l'ait rassurée sur ses finances, elle sait que cet homme doit se priver pour elle. Elle sait aussi que Makar est mal à l'aise dans un logement qui ne lui convient pas. Varvara lui demande de ne pas dépenser tant d'argent pour elle. Elle dit avoir été heureuse ce matin et qu'elle est sortie acheter de la soie afin d'avoir de l'ouvrage. Maintenant, elle se dit triste et inquiète, car elle ne sait pas quel sera son sort. Elle termine rapidement sa lettre par manque de temps. Varvara l'invite à venir chez elle. Elle lui demande des détails sur le genre de vie qu'il mène. Makar s'en veut d'avoir écrit sa lettre avec autant de légèreté. Il attribue cela à un regain d'optimisme. Car il n'est parti qu'avec un manteau léger, il est revenu avec un mal de tête. Il écrit n'avoir qu'une affection paternelle envers elle. Varvara est orpheline. Varvara et Makar n'ont en commun qu'une parente éloignée. Il est son protecteur naturel, le reste de la famille de la jeune femme n'ayant pas eu de comportement approprié envers elle. Pour répondre aux remarques de Varvara au sujet du confort et de la tranquillité dont il manquerait, il répond qu'il n'a jamais vécu mieux qu'à présent et qu'il n'a pas besoin de fantaisie. Il avoue que son ancien logement était mieux et qu'il le regrette, car il y était attaché. Il y a vécu, tranquillement, avec la logeuse pendant près de 20 ans. Il parle avec émotion de son ancienne logeuse et de sa fille Macha. Il écrit avoir mal à la tête, mal au dos et être mélancolique aujourd'hui. Il refuse de se rendre chez Varvara, par peur des cancans si cela se savait. Ils se verront demain aux premières vêpres. Il refuse de faire les satires sur les gens qu'il connaît, car il se pense trop vieux pour cela. Varvara aurait voulu que Makar ne s'afflige pas de ses propos qu'elle dit avoir entretenus par étourderie et par ennui. Elle s'en veut de lui avoir causé de la peine. Aujourd'hui, elle est malade, ce qui explique la brièveté de sa lettre. Makar lui en veut de ne pas avoir écouté ses conseils, ce qui a contribué à la rendre malade. Il lui décrit sa maison. Tandis que l'escalier de parade est propre, clair et large, l'escalier de service est délabré et sale. Sur les paliers, il y a tout un tas de bazar. Dans les pièces, se trouve une odeur de moisi, qui fait mourir les serins. La cuisine est remplie de vapeur de charbon quand on cuisine. Le linge sèche dans la cuisine, si bien que Makar sent l'odeur du linge de sa chambre. Le matin, il y a du remue-ménage, puisque chacun sort pour vaquer à ses occupations. Il nous parle de l'enseigne qu'il a invité à prendre un thé chez lui. Makar l'a trouvé en train de jouer avec d'autres locataires. Car Makar n'a pas voulu jouer avec eux, il a été exclu du groupe, ce dont il a été enchanté. Les soirées de l'employé, qui a un service littéraire, sont plus convenables. Thérèse et Faldoni, qui est le domestique de la logeuse, s'occupent du service de la maison. Faldoni se chamaille ou se bat avec Thérèse. Les nuits ne sont jamais tranquilles, car il y a toujours quelqu'un qui ne dort pas et qui est en train de faire autre chose. Makar parle d'une famille qui a une chambre chez la logeuse. C'est une famille tranquille. Le chef de famille, qui s'appelle Gorchkov, est un employé qui a perdu sa place. C'est un homme plus pauvre que Makar, faible et timide. Il doit de l'argent à la logeuse et serait peut-être en procès. Il a une femme et 3 enfants. On n'entend jamais de bruit de chez cette famille.
Un jour, il a surpris des sanglots venant de chez eux. Makar s'inquiète de la santé de Varvara. Varvara a rencontré sa cousine Sacha. Elle a appris qu'Anna Fedorovna s'informe sur elle et aimerait lui pardonner et la revoir. Varvara se sent persécutée par cette femme. Anna Fedorovna met en avant le fait qu'elle a sauvé Varvara et sa mère en leur donnant de quoi boire et manger. Cette femme s'est occupée de Varvara pendant plus de 2 ans et demi. Anna Fedorovna a apparemment des torts envers Varvara. Cette dernière aurait fait quelque chose qui empêcherait les hommes de l'épouser. Varvara se plaint de ce qu'ils ont fait d'elle. Elle a pris froid la veille lorsqu'elle a célébré un service pour sa mère décédée. Makar envoie à Varvara du raisin seulement pour apaiser sa soif. Il lui envoie quelques roses. Varvara lui a demandé des livres. On doit lui en envoyer un, mais il se demande s'il sera au goût de Varvara. Fedora aurait menti à Varvara en disant que Makar a vendu son uniforme neuf, ce qui n'a pas de sens puisqu'il dit qu'il va toucher une gratification de 40 roubles. Selon lui, il n'a pas maigri comme quelqu'un l'a affirmé à Varvara, mais engraissé. Il souhaite que Varvara se rétablisse. Makar était aux côtés de Varvara lorsqu'elle était malade et sans connaissance. Cependant les gens ont commencé à jaser et il a arrêté ses visites. Il lui propose de se rencontrer hors de la maison, lorsqu'elle sera rétablie. Varvara envoie à Makar le cahier dans lequel elle a noté des moments de son passé. Le père de Varvara est décédé lorsqu'elle avait 14 ans. Son père était intendant d'un domaine possédé par un prince. Elle a vécu une enfance heureuse en province. Quand elle a eu 12 ans, la famille a dû déménager à Pétersbourg. En effet, après le décès du prince, le père a perdu son emploi. Varvara a été triste de quitter la campagne qu'elle aimait tant. Alors qu'elle avait quitté la campagne lors d'une belle journée, lorsqu'elle est arrivée à Pétersbourg, le mauvais temps était au rendez-vous. Elle a été oubliée de ses parents qui étaient très occupés. Le père se disputait avec les personnes venues pour affaires et est devenu irascible avec sa propre famille. Varvara a été envoyée en pension où elle se sentait mal à l'aise parmi les maîtresses et les demoiselles. L'emploi du temps était fixe et le règlement était sévère. Elle a reçu des punitions lorsqu'elle ne savait pas ses leçons parce qu'elle avait pleuré toute la nuit ou qu'elle avait pensé à son foyer. Elle n'avait du bonheur que lorsque la vieille bonne venait la chercher le samedi soir. Elle rentrait alors à la maison où elle retrouvait ses parents et où elle était enfin heureuse. Le père a accumulé les dettes et la mère a commencé à être malade. Le caractère du père continuait à se détériorer, il portait des récriminations envers sa femme et sa fille. Le père reprochait à Varvara de ne pas savoir encore parler le français, malgré les cours qu'il payait. Le père n'avait toujours pas d'emploi. Il est tombé malade et est décédé. Les 2 femmes ont abandonné les biens aux créanciers et ont vendu la maison. Elles se sont retrouvées sans rien. Anna Fedorovna est venue les rencontrer et s'est réconciliée avec la mère. Elle leur a proposé de chercher refuge chez elle. Après des hésitations, la mère a accepté. Chez Anna Fedorovna se trouvaient 5 chambres. 3 pièces étaient occupées par Anna Fedorovna et la cousine de Varvara appelée Sacha. Une chambre était occupée par Varvara et sa mère et la dernière était louée à un étudiant nommé Pokrovski. Anna Fedorovna possédait une fortune dont Varvara ne parvenait pas à tracer l'origine. Lorsqu'Anna Fedorovna recevait du monde, la mère emmenait Varvara dans leur chambre. Anna Fedorovna leur reprochait alors leur fierté. Cette femme leur faisait des reproches, leur rappelait sans cesse les bienfaits qu'elle leur procurait, épiait ce qu'elle mangeait et rabaissait le père. Varvara et sa mère faisaient des travaux d'ouvrage afin d'avoir quelques argent pour leurs besoins. La mère continuait à dépérir. Pokrovski donnait des cours à Sacha contre le gîte et le couvert. Puis il en a donné également à Varvara. Pokrovski était un homme pauvre, de mauvaise santé et qui s'emportait souvent lorsque Sacha et Varvara lui faisaient des farces. Il gagnait quelques argent en donnant des cours, argent qu'il dépensait en livres. Varvara a eu des remords après qu'elle et Sacha aient poussé une plaisanterie un peu loin envers Pokrovski. Elle a commencé à s'intéresser à Pokrovski et voulait qu'il ne la considère plus comme une enfant. Quelquefois, Pokrovski recevait la visite d'un vieil homme qui était son père. Varvara nous raconte que Pokrovski a été placé sous la protection de M. Buikov, qui est un ami d'Anna Fedorovna, ce qui lui a permis d'échapper à une belle-mère qui le détestait. M. Buikov a continué de le protéger tout le long de sa scolarité, qui est maintenant interrompue pour cause de maladie. M. Buikov lui a présenté Anna Fedorovna, qui lui a proposé de la nourriture contre des cours pour Sacha. Malheureux avec sa femme du moment qui le battait, Pokrovski père était tombé dans l'ivrognerie. Bien que le père était en adoration devant son fils, Pokrovski n'appréciait pas les visites de son père. Puisqu'il ne savait jamais quel accueil allait lui faire son fils, Pokrovski père hésitait souvent à entrer dans le logement. Pokrovski père était heureux ou malheureux selon l'attitude que son fils avait à son égard. Varvara a cessé de prendre des cours avec Pokrovski qui continuait à la considérer comme une enfant. Un soir, Varvara est entrée dans la chambre de Pokrovski, tandis qu'il était absent. Elle a eu envie de lire tous les livres de Pokrovski, afin d'être digne de son amitié. Elle a pris un livre qu'elle avait l'intention de lire durant la nuit.
S'apercevant qu'il s'agissait d'un vieux livre de latin, elle est retournée dans la chambre de Pokrovski afin de replacer le livre. Pokrovski est entré dans le logement. L'étagère s'est cassée et les livres sont tombés. Pokrovski est entré dans sa chambre. Il s'est mis en colère contre Varvara. Il l'a regardée, est devenue rouge et a balbutié des paroles incohérentes. Varvara a rougi elle aussi et est partie de la chambre. La mère est devenue sérieusement malade et a dû s'aliter. Varvara a passé une nuit blanche à la veiller. Lors de la seconde nuit, Pokrovski l'a enjoint à dormir. Durant la troisième nuit, Pokrovski lui a donné un livre pour qu'elle ne s'ennuie pas. Varvara l'a pris comme une marque d'attention. Le soir suivant, Pokrovski a engagé la conversation. Pokrovski et Varvara ont commencé leur amitié. Varvara lui a dit la vérité au sujet de l'étagère de livres tombés. Puisqu'il ne répondait rien, elle s'est mise à pleurer. Il lui a apporté une consolation. Ensemble, ils ont eu des conversations la nuit, discussions dont Varvara ne se souvient même pas. Lorsque la mère est entrée en convalescence, Varvara a continué à la veiller. Elle dévorait les livres que Pokrovski lui prêtait et est devenue plus instruite. Après la guérison de la mère, Pokrovski et Varvara n'avaient plus leur conversation nocturne. Elle a appris par le père de Pokrovski que l'anniversaire de Pokrovski approchait. Varvara a voulu lui offrir un cadeau qui consistait en la collection complète des œuvres de Pouchkine. Hélas, elle coûtait 60 roubles et Varvara n'avait que 30 roubles de côté. Elle s'est rendue dans une librairie d'occasion. Elle a marchandé le prix, mais il lui manquait encore 2 roubles et demi. Elle a rencontré Pokrovski père, qui souhaitait lui aussi acheter des livres pour son fils. Varvara et Pokrovski père ont acheté ensemble la collection de livres que Varvara ne pouvait pas acheter seule. Pokrovski père ne souhaitait pas offrir ce cadeau en commun, mais voulait que Varvara offre à Pokrovski 10 volumes et que lui offre à son fils un volume. Ce cadeau servirait au père comme preuve qu'il a changé de caractère et qu'il ne s'adonne plus à la boisson. Varvara a proposé à Pokrovski père de faire comme si tous les livres venaient de lui. En procédant ainsi, Varvara ne pouvait plus faire de cadeau à Pokrovski. Le jour de l'anniversaire, Pokrovski père a offert les livres à son fils. Il s'agit de la meilleure journée durant une période de 4 ans dans la vie de Varvara. Ensuite s'est déroulée une série de malheurs. Déjà malade, la santé de Pokrovski a décliné et il a fini par mourir. Durant la maladie de Pokrovski, Varvara l'a surveillé dans sa chambre, ce qui a dérangé certaines personnes. Elle a assisté à son agonie et à sa mort. Varvara et Pokrovski père se sont rendus à l'église pour la cérémonie, puis ont suivi la charrette qui emmenait le cercueil. Le vieillard paraissait avoir perdu la raison. Varvara s'est promenée hier aux îles avec Makar, ce qui lui a fait du bien suite à sa maladie. Elle lui explique l'origine de ses larmes, en disant qu'elle est toujours triste dans les meilleurs moments. Makar l'a regardée dans les yeux. À cause de la promenade, Varvara a attrapé un rhume. Bien que la précédente lettre de Varvara soit courte, Makar écrit qu'elle a pourtant tout décrit parfaitement et avec justesse. Car c'est un homme bon. Les gens travaillant dans sa division se moquent de lui en plaçant son nom dans des proverbes qui sous-entendent que si quelque chose est mal fait, c'est car c'est lui qui l'a fait. Makar est critiqué et on lui fait croire qu'il a tout à changer. Makar n'a pourtant rien fait de mal envers ses collègues. Selon Makar, la principale vertu est de n'être à charge de personne. Makar est copiste. Bien que c'est un métier pas très relevé, il considère qu'il n'est pas déshonorant. Il sait qu'il n'a pas de style quand il écrit librement, mais il a conscience que son métier est nécessaire. Il écrit qu'il passera chez Varvara et qu'il lui apportera un livre. Varvara lui indique qu'un uniforme est en vente à bon prix. Elle le pousse à l'acheter afin de remplacer son vieil uniforme. Elle lui reproche de lui avoir envoyé du linge, car elle sait qu'il a dû se ruiner pour cela. Elle lui demande d'arrêter de lui envoyer des cadeaux. Makar a demandé la suite de ses mémoires, mais Varvara n'a pas la force de les continuer tant les souvenirs la blessent. On apprend qu'Anna Fedorovna souhaite que Varvara revienne chez elle et qu'elle veut arranger une affaire avec M. Buikov qui souhaite lui donner une dot. Varvara écrit être bien avec Makar et Fedora. Makar vit dans la joie depuis qu'il a rencontré Varvara. Il lui demande de ne plus s'opposer au présent qu'il lui fait. Makar a reçu une invitation d'un voisin nommé Ratazaïev qui donne des soirées littéraires. Puisqu'il sait que Varvara a besoin de soi, il va lui en acheter. Le petit garçon de Gorchkov est décédé. Makar s'est rendu dans le logement de cette famille où se trouvait déjà le cercueil. Il explique la misère des Gorchkov. Varvara renvoie un livre à Makar, car selon elle il ne vaut rien du tout. Makar écrit qu'il lui a envoyé le livre puisqu'il était amusant et qu'il voulait l'égayer. Ratazaïev doit lui donner des livres vraiment littéraires. Il est admiratif du style d'écriture de Ratazaïev et de ses lectures. Makar pense qu'il n'est rien à côté de cet homme. Makar recopie pour lui des manuscrits.
Il écrit que Ratazaïev lui témoigne de la bienveillance sans arrière-pensée. Makar assiste à des réunions littéraires dans lesquelles il est plein de respect envers les locuteurs et dans lesquelles il s'efface, car il se considère comme un simple crétin. Les écrivains touchent de l'argent contre leur travail. Ratazaïev est payé 300 roubles par feuille. Il demande 7000 roubles contre un cahier de poésie. Alors qu'on lui propose 5000 roubles contre un manuscrit, Ratazaïev en demande 7000. Makar cite à Varvara un passage de Passions italiennes et d'Iermak et Zuleïka de Ratazaïev. Makar écrit que si un livre de lui paraissait, alors il n'oserait plus se montrer dehors, car les gens le reconnaîtraient et parleraient de lui. Il se demande si des comtesses remarqueraient ses bottes rapiécées. Makar enverra à Varvara des livres, mais pas d'ouvrage de Paul de Kock, car il pense que cet auteur ne lui conviendra pas. Il lui envoie une livre de bonbons. Varvara pense à occuper une place d'institutrice dans une maison. Elle se demande et demande à Makar si elle doit y aller ou pas, la place comportant des avantages, mais aussi des inconvénients. Elle se plaint, car Makar ne vient pas chez elle et car il ne se voit que lors de la messe. Elle se plaint de sa solitude qui ravive ses souvenirs. Elle n'est pas en bonne santé et pense qu'elle va mourir bientôt. Elle voudrait qu'il épargne son argent en ne lui envoyant plus de cadeaux. Elle lui propose de lui envoyer les nouvelles de Bielkine de Pouchkine et demande de lui envoyer des livres, du moment qu'ils ne sont pas de Ratazaïev. En effet, elle trouve que cet auteur écrit des inepties. Makar pousse Varvara à se ressaisir. Il ne la trouve pas malade, mais florissante. Il est contre le projet de Varvara de devenir institutrice et ne compte pas la laisser faire. Il veut qu'elle reste près de lui. Il prend la défense de Ratazaïev qui, pour lui, écrit très bien. Il n'est pas d'accord avec l'avis de Varvara et lui redemande de lire cet auteur quand elle sera bien disposée. Il doit passer ce soir chez elle. Varvara pense à accepter la place grâce à laquelle son morceau de pain sera assuré, étant prête à se changer elle-même et à accepter de vivre parmi des étrangers. Elle dit qu'elle s'habituera tout comme elle a fini par s'habituer aux conditions de vie difficiles de la pension. Elle ne veut plus être une charge pour Makar et Fedora qui s'usent et se ruinent pour elle. Varvara ne peut pas travailler tant qu'elle le souhaite, car elle est malade. Makar est contre le projet de travail de Varvara. La jeune femme est aimée ici et n'a rien à faire chez les étrangers. Selon Makar, l'étranger est méchant. Il dit qu'ils ont besoin d'elle et qu'elle leur est utile. Si elle part, il ne sera plus bon à rien et il menace de mettre fin à ses jours. Il lui envoie un livre intitulé Préposé du relais que Varvara lui a passé. Il le trouve beau et ce livre lui a permis de se rendre compte qu'il ne sait rien et qu'il n'a presque rien lu. Il a aimé ce livre puisqu'il lui a semblé qu'il a mis sa vie en lumière et qu'il a été facile à comprendre tant il parle de son propre cœur. Il a connu des situations semblables à celles qu'a connues un personnage de l'histoire. Selon lui, Samson Virine correspond à son voisin Gorchkov. Ce roman doit parler globalement à tout le monde. Ratazaïev a trouvé le roman vieux. Makar enjoint Varvara à relire le livre et à ne plus penser à gagner sa vie. Varvara est en train de lui confectionner un gilet. Elle lui envoie un livre qui comporte des nouvelles dont le manteau. Makar lui a proposé une sortie au théâtre, mais elle s'inquiète du coût de la sortie. Fedora lui a dit que Makar vit maintenant au-dessus de ses moyens et qu'il ne paie plus la logeuse. Makar écrit avoir été amoureux fou d'une actrice qu'il n'a pourtant vue qu'une seule fois au théâtre. Il était voisin avec 4 jeunes gens qui se rendaient au théâtre et qui étaient en admiration devant la comédienne. Makar les a accompagnés un jour au théâtre. Il n'a même pas vu l'actrice, mais l'a juste entendue. Il a dépensé son dernier rouble d'argent en parfum et en savon pour cette femme. Il a passé 6 semaines à se promener en face de sa maison, avant d'en avoir assez. Makar renvoie à Varvara son livre. Dans son travail, il sert de façon irréprochable et à l'estime de ses chefs. En tant que citoyen, il a des défauts, mais aussi des vertus. Il a des petits péchés, mais aucun gros péché. Selon lui, il n'y a aucune raison d'offenser les autres tandis qu'ils n'ont rien fait. Il parle du cas dans lequel une personne décoche une satire à une autre personne, alors qu'elle travaille bien et est estimée de ses chefs. Il est étonné du fait que Fedor Fedorovitch, un haut fonctionnaire, ait laissé passer un livre qui comporte des attaques contre lui-même. Les réprimandes de cet homme sur les employés lui semblent légitimes, voire nécessaires. Il parle de la nouvelle Le Manteau, dont la vie du personnage principal ressemble à celle de Makar. Il aurait voulu que l'auteur, après avoir parlé du harcèlement que subit le personnage, souligne qu'il était un homme vertueux, un bon citoyen, qu'il obéissait à ses supérieurs, etc. Il aurait aimé que le personnage principal soit laissé en vie et qu'il soit monté en grade. Il aurait souhaité que le mal soit puni et la vertu récompensée. Il en veut à Varvara de lui avoir envoyé un pareil livre. Varvara sait maintenant que l'argent que Makar dépense pour elle n'est pas de l'argent mis de côté.
Il dépense pour elle son traitement touché par anticipation et a été jusqu'à vendre ses vêtements lors de la maladie de Varvara. Elle lui en veut d'avoir fait ses dépenses pour elle et en ressent du chagrin. Il a disparu pendant 4 jours et a été retrouvé dans la rue en état d'ivresse. Elle lui recommande de ne pas faire attention au cancan au sujet d'une liaison entre deux. Varvara lui demande des explications au sujet d'une histoire qu'aurait eu Makar avec des officiers. Elle lui en veut de lui avoir caché la vérité, ce qui accroît son chagrin. Elle lui demande des éclaircissements sur sa conduite. Makar répond que ses chefs ne sont pas au courant de ses récents déboires. La logeuse s'est un peu calmée maintenant qu'il a pu payer une partie de sa dette grâce à l'argent de Varvara. Il a repris son emploi qu'il effectue consciencieusement. Il lui fait croire que les choses ne sont pas aussi désespérées qu'elle le croit. Il a été blessé par le fait que Varvara lui envoie un demi-rouble. Il lui fera ce soir le récit de son aventure avec les officiers. Makar lui raconte ce qu'il s'est passé. La logeuse, déjà criarde à cause de la dette, a propagé le bruit d'une liaison entre Makar et Varvara dans toute la maison. Cela ajouté au fait qu'il a su qu'un poursuivant a fait une proposition indigne à Varvara, lui a fait perdre la tête. Il est sorti en voulant rencontrer le séducteur de Varvara. En chemin, il a croisé Emilian Ilitch, qui est un ancien employé. Le surlendemain, poussé par Emilian, Makar s'est rendu chez l'officier en n'étant pas dans son état normal. Il ne sait plus ce qu'il a dit et ne se souvient que du fait que les officiers l'ont jeté dehors. Puisqu'aucun étranger ne sait ce qu'il s'est passé, excepté Varvara, c'est, pour Makar, comme si cela n'a pas eu lieu. Aksanti Osipovitch et Pierre Petrovitch se seraient eux aussi réglé leur compte secrètement. Varvara a le pressentiment que Makar lui cache quelque chose. Elle l'invite à venir dîner aujourd'hui chez elle. Makar ne veut plus que Varvara lui reproche d'avoir dépensé de l'argent pour elle. Selon lui, les pauvres gens sont capricieux et soupçonneux. La situation d'un homme pauvre ne peut pas changer, car tout chez lui doit être exposé. Les écrivains remarquent chaque défaut des pauvres et les inscrivent dans des livres. Aujourd'hui, au bureau, la pauvreté de sa mise lui a fait honte. Un de ses collègues l'a appelé Batushka, ce qui l'a fait rougir, car il pensait que ses collègues avaient appris quelque chose sur lui. Il pense que l'information provient de Ratazaïev qui a raconté la chose. Il est persuadé que les gens de la maison montrent la fenêtre de Varvara. Il semblerait que Ratazaïev souhaite faire une satire dans laquelle seront inclus Makar et Varvara. Il ne souhaite pas que Varvara lui envoie un livre, car il considère maintenant les romans comme des absurdités destinées à faire passer le temps à des désœuvrés. Fedora a trouvé pour elle et pour Varvara un tas d'ouvrages. Varvara recommande à Makar de venir les voir plus souvent et pense qu'il s'inquiète pour rien au sujet des personnes mal intentionnées. Bien que Varvara ne veuille pas que Makar contracte un emprunt, il écrit qu'un emprunt est nécessaire pour Makar et Varvara. À son travail, il est assis à côté de Emilian Ivanovitch, qui est un vieil employé et conseiller tutélaire tout comme lui. Ayant appris que Makar est gêné, Emilian Ivanovitch lui a conseillé d'emprunter auprès de Pierre Petrovitch. Makar pense utiliser cet argent pour payer la logeuse, venir en aide à Varvara et refaire sa garde-robe. Makar a demandé plusieurs fois à Pierre Petrovitch de lui prêter 30 roubles, mais Pierre Petrovitch ne lui a jamais répondu car Makar n'a rien à mettre en gage. Emilian Ivanovitch va recommander Makar à un autre prêteur. Varvara a reçu la visite de l'oncle de l'officier. Cet homme a dit qu'il était fâché de la mauvaise conduite de son neveu et il lui a proposé de la prendre sous sa protection, comme le ferait un père. Il a essayé de l'embrasser et a tenté de donner de l'argent à Fedora qui a refusé. Il a voulu offrir à Varvara des cadeaux et la faire déménager dans un bel appartement. Cet homme a dit qu'Anna Fedorovna l'avait chargé de dire qu'elle allait lui rendre visite. L'homme a été jeté à la porte. Varvara a besoin de déménager, mais elle n'en a pas les moyens. Elle demande à Makar d'emprunter de l'argent et lui prêter au moins 25 roubles afin de changer de logement. Elle le remboursera en travaillant. S'il ne l'aide pas, Makar dit qu'il va en mourir. Cependant s'il l'aide, il sait qu'elle va s'éloigner de lui. Il est contre l'idée selon laquelle Varvara se tue au travail afin de le rembourser. Il pense à avoir un second emploi. Il compte emprunter 40 roubles. 25 seront pour Varvara, 2 roubles pour la logeuse et le reste pour lui. Il se plaint de sa situation, car endetté, personne n'a de considération pour lui et ses collègues continuent à se moquer de lui. Il préfère même pas penser à ce qu'il pourrait se passer si le prêt lui est refusé. Elle envoie à Makar 30 kopecks afin qu'il puisse aller jusqu'au lendemain. Varvara et Fedora sont elles-mêmes dans une situation critique. Makar n'a pas réussi à obtenir son prêt. Varvara essaie de le consoler de son échec. Elle pense qu'il se tourmente trop pour elle et qu'il a trop bon cœur. En procédant ainsi, il se rend très malheureux. Elle a remarqué sa mine défaite alors qu'il a fallu avouer son insuccès.
Makar est soulagé d'apprendre que son échec n'est pas encore un malheur. Il est même heureux que Varvara reste auprès de lui. Il est heureux de sa lettre qui prouve qu'elle s'inquiète pour lui. Il est inquiet de l'opinion que peuvent avoir les autres au sujet de ses bottes délabrées. Avant de se rendre à son travail, il s'est rendu ce matin chez le prêteur Markov. Sur son chemin, s'est présenté une série d'incidents qui ne présageaient rien de bon. Markov a dit n'avoir pas d'argent. Le fait que Makar n'ait pas de gage rend l'affaire impossible. Une fois à son travail, on ne lui permet pas d'utiliser le paillasson, car Makar était tellement sale qu'on a eu peur qu'il l'abîme. Makar compte voir Varvara le lendemain. Makar estime qu'ils sont tous les deux perdus. La logeuse en a toujours après Makar. Quelqu'un chez Ratazaïev a lu tout haut une lettre que Makar adressait à Varvara, suite à quoi tout le monde s'est moqué d'eux. On le surnomme maintenant Loveless. Faldoni a refusé de faire une course pour lui, tant il le méprise. Varvara ne peut plus travailler depuis qu'elle a laissé tomber un fer à repasser sur sa main et Fedora est malade. Elle lui envoie tout de même 30 kopecks. Elle demande à ce qu'il vienne lui rendre visite. Varvara reproche à Makar sa mauvaise conduite. Ni elle, ni Fedora ne l'aideront financièrement désormais. À cause de l'ivrognerie de Makar, elle et Makar subissent le mépris des gens. Elle veut s'en aller d'ici et prendre n'importe quel métier. Makar n'est pas venu la voir comme elle le lui avait demandé. Elle sait que la veille, la logeuse a refusé d'ouvrir à Makar. Elle l'invite une nouvelle fois à venir chez elle. Elle lui envoie 20 kopecks. Makar explique que lorsqu'il boit, il oublie les malheurs de sa vie. Il ne comprend pas pourquoi Varvara le méprise et il fait reposer la faute sur Fedora. Makar ne se sent pas coupable de sa faute, puisqu'il dit n'être pas un tigre et avoir un cœur de brebis. Il est navré du fait que Varvara lui ait envoyé de l'argent, alors qu'elle n'aura bientôt plus de quoi manger. C'est cet argent reçu qui lui a fait croire qu'il était un bon à rien, ce qui l'a conduit à la chute. En effet, après être sorti, il a rencontré Emiliane qui n'avait plus rien à mettre en gage et il a cédé. Il écrit qu'avant de la rencontrer, il se méprisait et se pensait stupide. Après l'avoir rencontrée, il s'est rendu compte qu'il ne valait pas moins que les autres. La belle journée d'automne d'aujourd'hui lui fait repenser à divers moments de son enfance, période durant laquelle elle était heureuse. La différence avec sa vie malheureuse actuelle la fait pleurer. Malade, elle pense qu'elle va mourir cet automne. Elle ne veut pas mourir et être enterrée ici. Être seule lui fait si peur qu'elle écrit à Makar une longue lettre. Varvara a dû vendre ses robes et son chapeau. Nous apprenons que Makar a donné de l'argent à sa logeuse. Makar raconte sa promenade le long de la Fontanka, puis dans la rue aux Pois où se trouvent de nombreuses boutiques et où passent des voitures contenant de riches personnes. Il ne comprend pas pourquoi certains sont voués au bonheur, tandis que d'autres sont voués au malheur. Il pense que Varvara devrait avoir de meilleures conditions d'existence et ne devrait pas subir la condescendance des personnes mieux placées qu'elle. Il a rencontré un joueur d'orgue qui mérite plus de respect que les gens qui jugent, qui gagne peu contre ses services, mais qui ne vit pas de l'aumône. Makar n'a rien pu donner à un enfant pauvre qui avait une mère mourante avec des enfants qui ont faim. Makar craint que l'âme de cet enfant s'aigrisse après avoir reçu maints refus de donner de la part des passants. Les pauvres importunent les riches avec leurs plaintes. Il lui fait part d'une allégorie. Il lui parle d'un endroit dans une maison dans lequel vit un bottier pauvre qui a rêvé de bottes et qui vit avec ses enfants qui paillent et sa femme qui a faim. À l'étage du dessus ou du dessous se trouve un riche personnage qui a peut-être lui aussi rêvé de bottes et qui n'a personne pour lui dire quelle chance il a. Après être rentré chez lui, Makar a reçu la visite de Gorchkov, dont la situation est pire que celle de Makar, car il a une femme et des enfants tout en étant pauvre. Makar a dû le forcer pour qu'il accepte de boire un thé sucré. Gorchkov lui a demandé de lui prêter de l'argent. Makar a fini par lui donner ses 20 kopecks qui devaient lui servir pour ses besoins les plus pressants. Gorchkov est en procès avec un marchand qui a volé l'État dans une entreprise. Gorchkov est mêlé à l'affaire bien qu'il n'y soit pour rien. Puisque Gorchkov n'a pas été innocenté, personne ne veut lui fournir de travail. Les économies ont été mangées. Une naissance, la mort d'un enfant, la maladie des parents ont occasionné des frais. La veille, Makar a dû recopier urgemment un document pour son travail. Il a sauté une ligne, ce qui a fait que la phrase n'avait plus de sens. Le lendemain, il a été convoqué chez son Excellence. Après que son Excellence l'ait réprimandé à propos de son erreur, un bouton est tombé d'un vêtement de Makar, ce qui a mis au comble sa disgrâce. À cause de la pauvreté de sa mise, son Excellence a suggéré à Evstafi Ivanovitch de donner à Makar une avance. Evstafi Ivanovitch a dit que Makar a déjà eu plusieurs avances et qu'il a reçu des honoraires par anticipation. Son Excellence a demandé à Makar de faire une nouvelle copie et il lui a donné un billet de 100 roubles. Son Excellence lui a serré la main comme si Makar était son égal. Makar envoie 45 roubles à Varvara,
en donnera 20 à sa logeuse et se gardera les 35 roubles restants. Varvara lui demande de ne plus faire de dépenses inutiles et d'économiser. Bien qu'elle dise avoir besoin d'argent pour son déménagement, elle ne garde que 20 roubles et lui envoie le reste de la monnaie. Makar ne veut pas que Varvara s'éloigne de lui alors qu'il se sent heureux en ce moment, sa logeuse, Thérèse, Faldoni et Ratazaïev ayant changé d'attitude envers lui. Il s'est acheté de nouvelles bottes. Il a appris de ses collègues que son Excellence a fait de bonnes actions pour différentes personnes. Après qu'il ait raconté ses récentes mésaventures et aventures, les collègues ont ri, mais Makar pense qu'ils ne l'ont pas fait de manière méchante. Il pose des questions sur le confort de Varvara. Il pense que les tristes moments appartiennent au passé. Fedora a rencontré M. Buikov, qui a cherché à savoir où elle demeurait. Fedora ne lui a pas donné l'adresse et ils se sont emportés l'un contre l'autre. La veille, alors que Varvara était absente, M. Buikov est entré dans le logement. Après avoir demandé qui est l'employé qui est en relation avec elle, Fedora a indiqué Makar. Varvara a maintenant peur de voir Buikov revenir chez elle. Elle demande à Makar de venir la voir. Gorchkov a obtenu un acquittement complet. Le marchand doit lui payer une somme importante. Gorchkov a retrouvé l'honneur et une meilleure situation matérielle. Makar assistait au retour de Gorchkov dans la maison. Il était changé, souriant, ne tenait pas en place, mais il était étrange. Gorchkov est décédé durant la nuit, dans son lit sans aucune explication. Ratazaïev lui a confié un manuscrit à copier. Makar sera payé 40 kopecks par feuille. Buikov a rendu visite à Varvara avant-hier. Il lui a proposé un mariage et de venir vivre dans la steppe avec lui dans le but de ne pas laisser d'héritage à son neveu. Buikov a pris ses larmes pour de la reconnaissance. Buikov a voulu donner 500 roubles à Makar contre les bienfaits qu'il a procurés à Varvara, ce qu'elle a refusé. Varvara a réfléchi à la question et elle pense à se marier avec lui, non pas par amour, mais pour effacer sa honte et la tirer de la pauvreté. Malade, elle ne peut pas travailler en continu. Elle va donner une réponse favorable à Buikov. Varvara laisse sa lettre inachevée, car Buikov est de nouveau chez elle. Gorchkov a été enterré la veille. Makar n'est pas contre son projet de mariage avec Buikov. Cependant, il se demande comment ils vont faire pour s'écrire et comment il va faire pour rester seul. Il évoque plusieurs raisons qui peuvent ralentir le départ de Varvara. Il pense que Buikov ferait mieux d'épouser une marchande. Il compte venir voir Varvara lorsque Buikov sera parti. Le mariage va avoir lieu dans 5 jours et le couple s'en ira le lendemain des noces. Entre-temps, il y a beaucoup de choses à acheter, des chemises, des blondes et des dentelles. Varvara demande à Makar de trouver Madame Chiffon afin qu'elle-même et ses couturières se retrouvent chez elle. Elle lui transmet également diverses recommandations à faire à Madame Chiffon. Varvara et Fedora se trouvent actuellement dans un autre appartement, dans lequel Buikov est en ce moment absent. Makar a fait sa commission auprès de Madame Chiffon. Il essaie de ne pas faire désespérer Varvara quant à l'avenir. Il dit avoir été 2 fois devant la porte de sa maison, mais d'avoir été retenu par l'air fâché de Buikov. Varvara envoie Makar chez le bijoutier annuler une commande qui reviendrait trop cher à Buikov. Ce dernier reproche à Varvara les dépenses qu'il a faites, alors que c'est lui qui a tout commandé. Une fois parti, le couple ne connaîtra pas de suite une vie de plaisir. Makar est malade et est alité. Il écrit que son Excellence a eu une scène violente avec Emilian Ivanovitch. Varvara doit se marier demain et partir après-demain. Makar essaie de lui faire voir positivement l'avenir. Varvara a fait une bonne action pour Fedora. Il demande de lui laisser les nouvelles de Bielkin et compte habiter dans l'ancien logement de Varvara. Lorsqu'il l'a visité, il a trouvé quelques affaires que Varvara a laissées en place. Varvara partira demain et elle fait ses adieux à Makar. Elle part avec le souvenir de Makar qui est son unique ami. Elle lui laisse les affaires qu'elle a laissées dans son appartement, dont une lettre commencée qu'il pourra continuer. Les lettres de Makar sont gardées par Fedora. Varvara continuera de lui écrire, mais elle ne sait pas ce qu'il peut arriver. Le départ de Varvara est un moment douloureux pour Makar. Puisque Varvara a pleuré, il sait qu'elle n'a pas envie de partir, car elle l'aime. Il lui prédit une sombre existence et une sombre mort auprès d'un mari qui n'a que faire d'elle. Il veut empêcher ce départ, puis partir avec elle. Il décrit négativement les steppes et les gens qui y habitent. Alors que son mari sera occupé, Varvara n'aura rien à faire. Makar ne pourra plus écrire à personne. Il pense mourir de la séparation avec celle pour qui il vivait.
Il lui prédit un refroidissement à cause de la pluie, puis un accident de voiture. Il tente de lui faire comprendre son erreur de s'être marié à un homme tel que Buikov. Puisqu'il pense que Varvara s'est mariée avec Buikov seulement pour les falbalas, il lui propose de lui en acheter. Il a du mal à concevoir un avenir dans lequel ils ne s'échangeront plus leurs lettres. Ce roman épistolaire comporte les lettres que deux personnages s'envoient. Il s'agit d'une jeune femme nommée Varvara Alexeyevna Dobrozelov et un vieil homme nommé Makar Alexeyevitch Dievouchkine. Les deux personnages habitent l'un en face de l'autre et peuvent se voir à leur fenêtre. Ils sont tous les deux de la même famille, quoique le lien est très éloigné. La première lettre est datée du 8 avril. La dernière est datée du 30 septembre de la même année. Les lettres comportent des digressions. Varvara confie à Makar son cahier sur lequel elle a écrit une partie de son passé. Varvara ne finira jamais sa confession, si bien qu'on ne saura jamais ce qu'il s'est passé entre elle et Anna Fedorovna. De son côté, Makar écrit sur son travail, ses collègues et les autres locataires de l'immeuble. Les deux personnages sont dans des situations difficiles. Makar est un fonctionnaire de bas étage, il est copiste. Contrairement à ce qu'il fait croire à Varvara, il gagne peu d'argent. C'est un homme seul, qui vit dans un logement misérable. Ne voulant pas faire voir la vérité à Varvara, il écrit qu'il a choisi ce logement, car il est commode. En réalité, il est trop pauvre pour habiter ailleurs. Varvara a eu un passé difficile. Son père et sa mère sont maintenant décédés. Il s'est passé quelque chose entre elle et Anna Fedorovna, bien que l'on ne sache pas quoi exactement. En quittant la demeure d'Anna Fedorovna, Varvara est tombée dans une grande pauvreté. Elle loge avec une vieille femme nommée Fedora. Varvara et Fedora travaillent à différents ouvrages, ce qui leur permet d'avoir quelques argent. Varvara ne peut pas travailler continuellement, car elle est souvent malade. Elle dépend financièrement de Fedora et de Makar. Ne supportant pas cette situation, elle pense à devenir institutrice, puis devient la femme d'un homme qu'elle n'aime pas, M. Buikov. Dans les lettres de Varvara apparaît le comportement de Buikov qui est un homme violent et injuste. Le départ de Varvara avec M. Buikov annonce le malheur de Varvara qui s'en va dans une région inconnue où elle n'aura plus personne pour l'aimer et le malheur de Makar qui, on le devine, ne pourra plus correspondre avec elle et sombrera dans la solitude. Makar et Varvara s'échangent des lettres grâce à l'intermédiaire de Thérèse. Les lettres de Makar sont bien plus affectueuses que celles envoyées par Varvara. En effet, les lettres de Makar pullulent de surnoms donnés à Varvara tels que Matochka, Varinka, Chérie ou encore Mon oiseau. Makar aime Varvara, mais pas comme un fiancé, plutôt comme un père envers sa fille. Une lettre trop légère de Makar sera suivie d'une réponse moqueuse de Varvara. Dans ces lettres, Varvara rejette les cadeaux de Makar, lui fait des reproches sur ses actions ou ses non-actions ou se plaint de sa situation actuelle ou passée. Leurs lettres font mention de rencontres à l'extérieur et à l'intérieur de leur demeure. Ils s'échangent également de l'argent, des vêtements, des livres, des bonbons, etc. C'est tout d'abord Makar qui envoie de l'argent et des choses à Varvara. Cette dernière ne veut pas que Makar lui envoie cela. Cependant Makar continue. Makar lui fait croire que ses finances sont assez saines pour se permettre ce type de dépenses. En réalité, Makar dépense son salaire, l'avancement qu'il a eu sur son salaire et vend ses affaires afin d'avoir l'argent nécessaire à ses cadeaux. Makar devient très endetté, ce qui rend sa situation impossible. Sa logeuse lui crie souvent dessus car il la paie plus, ses vêtements se délabrent, ses bottes perdent une semelle. Lorsque Fedora tente de faire comprendre à Varvara la triste situation de Makar, Makar se défend en indiquant que Fedora est une menteuse. L'aide ira dans l'autre sens lorsque Makar aura des problèmes financiers. Varvara lui enverra de l'argent alors qu'elle-même n'arrive pas à avoir une vie décente. Bien que Makar et Varvara vivent dans la pauvreté, ils restent dans le bien et ne font jamais de mauvaises actions. Ils ont des valeurs puisque Varvara ne souhaite pas être une charge pour quelqu'un et que Makar se méfie des cancans qui pourraient retomber sur elle et sur lui et a honte que les autres remarquent la pauvreté de sa mise. Alors que leur état l'exige, ils ne pratiquent jamais le vol. Ils paient toujours ce qu'ils veulent, même si cela entraîne des diminutions drastiques du niveau de vie. S'ils ont froid ou faim et qu'ils n'ont pas les moyens de remédier à cela, ils vivent avec le froid et la faim. Les mauvaises conditions de vie ainsi que le mauvais état mental créent ou accélèrent les maladies. Nous savons que Varvara est souvent malade. Makar est lui aussi quelquefois malade et tombe parfois dans la paranoïa. Pokrovski, qui était déjà malade avant sa rencontre avec Varvara, finit par mourir. Le père et la mère de Varvara tombent malades puis décèdent. Le cas le plus difficile à supporter est celui de Gorchkov. Bien que Makar connaisse un état de pauvreté élevé, Gorchkov est bien plus pauvre que lui et a en plus la charge de ses enfants et de sa femme. Un de ses enfants est sans doute mort de misère. La vie de cet homme est si jalonnée de malheur qu'il ne supporte pas la bonne nouvelle de son décès et décède mystérieusement dans la nuit. La pauvreté est présente du début jusqu'à la dernière des lettres. Ce sont les pauvretés de Makar et de Varvara qui sont le plus mis en avant. D'autres pauvres apparaissent, mais ils sont en arrière-plan. Ce roman est un livre sur les pauvres, dont un pauvre lui-même nommé Makar parle sur les pauvres.
Makar est si pauvre que même les prêteurs ne veulent pas lui accorder de prêt, car Makar n'a rien à mettre en gage. Il paraît quasiment impossible que les pauvres sortent de leur pauvreté. La seule porte de sortie semble être la littérature. En effet, Ratazaïev écrit et reçoit beaucoup d'argent contre sa production, à moins que ce soit un leurre. Quoi qu'il en soit, Makar et Varvara parviennent à se sauver mutuellement grâce à leurs lettres. Un pauvre lié à un autre pauvre sera toujours plus fort qu'un pauvre tout seul. De plus, Makar et Varvara côtoient des pauvres qui, pour la plupart, ne les aident pas, se moquent d'eux ou les font plonger dans de mauvaises choses. Leur correspondance permet à l'autre de ne pas sombrer dans le désespoir. Les reproches que Varvara fait à Makar permettent de ne pas laisser Makar s'enfoncer dans l'alcoolisme. Les choses qu'il s'envoie permettent d'aider l'autre momentanément. Makar se plaint de son style d'écriture qu'il juge médiocre, bien que cela ne se ressente pas dans ses lettres. Au fil du temps, il dira cependant que son style s'est amélioré. Varvara a un goût pour la littérature, qui est peut-être inné ou dû aux livres de Pokrovski. Elle essaie d'ouvrir Makar à la littérature en lui envoyant des livres, cependant ça sera sans succès. Makar a pourtant été touché par le livre intitulé « Préposé du relais ». Cependant Makar est tellement ébloui par Ratazaïev qu'il considère ses livres comme des merveilles, ce qui n'est pas le cas. Varvara essaiera de le lui faire comprendre, mais Makar ripostera de manière énergique dans la lettre suivante. La nouvelle Le Manteau aura un effet désagréable sur Makar, puisqu'il ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre sa pauvre vie et celle du personnage principal de la nouvelle. Car il pense que le fait de bien travailler et d'être aimé de ses chefs supplante tout, il aurait aimé que Takaki Akakivitch Bakhmatchkin connaisse une fin heureuse. Se trompant dans sa vision du monde, il ne supporte pas qu'une histoire le contredise. Makar finira par rejeter la littérature en écrivant la phrase « Un roman est une absurdité écrite dans un but absurde pour faire passer le temps à des désœuvrés. Croyez-moi, Matochka, croyez en ma longue expérience. » Makar demandera à Varvara de lui laisser les nouvelles de Bielkin. On peut penser que ce n'est pas pour le goût de la littérature, mais parce que cet objet lui rappelle Varvara. Matochka, Varinka, ma bien-aimée, ma chérie. On vous emmène, vous partez. Oui, maintenant il ferait mieux de m'arracher le cœur de la poitrine que de vous arracher à moi. Mais comment consentez-vous à cela? Voyons, vous pleurez, et vous partez? Tout à l'heure j'ai reçu de vous un petit mot tout trempé de larmes. Par conséquent vous n'avez pas envie de partir. Par conséquent on vous emmène de force. Par conséquent vous avez pitié de moi. Par conséquent vous m'aimez. Mais comment donc, avec qui donc serez-vous maintenant? Là-bas votre petit cœur souffrira. Il aura froid, il aura la nausée. L'ennui le desséchera, le chagrin le brisera. Là vous mourrez. Là on vous mettra dans la terre humide. Il n'y aura même la personne pour vous pleurer. Monsieur Buikov continuera à chasser le lièvre. Ah, Matocha, Matochka. À quoi vous êtes-vous décidé? Comment avez-vous pu prendre un tel parti? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Quel crime avez-vous commis contre vous-même? Car là on vous fera descendre au tombeau. Ils vous feront mourir là, mon petit ange.